Couple et investissement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise et organisme de formation Les Revenus Autrement. Et aujourd'hui, je vais vous donner des astuces et où on va parler de quelque chose qui fâche, c'est comment on fait pour investir et ou pour persuader son conjoint, sa conjointe, d'investir avec nous, sachant qu'il ou elle est farouchement opposé à l'investissement immobilier. Alors, juste avant de développer, clairement, plusieurs conseils. Ça aide à persuader son conjoint ou sa conjointe d'investir avec vous, c'est de vous abonner. Bon, trêve de plaisanterie. Je vous recommande effectivement de vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment, d'aller voir aussi mes 350 vidéos, donc je pense qu'il y en a quand même 2-3 qui vont malgré tout vous plaire. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chouchou, ici on parle cash. Et de commenter cette vidéo, de la liker parce que vous allez l'adorer, et clairement on n'en parle pas. Et puis d'aller voir, si vous voulez que je vous aide à investir, vous avez tous les liens dans la description. Et si vous voulez vraiment par vous-même investir, il y a aussi des programmes que j'ai créés spécialement pour vous. Ça tombe bien pour vous aider à investir. Alors concrètement, comment on fait? Alors, je vais vous mettre dans le contexte. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Eh bien, parce qu'il y a quelques jours, je mangeais avec des anciennes collègues de travail. Concrètement, une fois par mois, on se fait un petit repas, on a notre QG et on discute, ça cancane, non je rigole, on discute et clairement hors contexte, etc. Donc ce sont des collègues avec qui j'ai travaillé en administration pendant de nombreuses années, des dizaines d'années, et au moins une dizaine et quelques années. Et concrètement, on aime bien se retrouver autour d'une flamme cucheuse, etc., etc. Et à un moment, je sais qu'il y a une des deux collègues donc, qui est mariée, qui a des enfants, et qui me dit, Audrey, entre guillemets, j'aime ce que tu fais, tu t'intéresses à la crypto, tu t'intéresses à plein de trucs, etc. Alors, en général, je n'aime pas les saouler avec mon activité, puisque là, on est hors contexte. Donc là, elle me connaissait avant d'avoir, non pas forcément avant d'avoir des biens immobiliers, mais quoique, je sais plus. Et du coup, avant que je crée mon entreprise, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Et concrètement, elles n'ont pas changé, ni même leur manière de me parler n'a pas changé, etc. Et en fait, l'une des deux personnes, donc de mes collègues, me dit oui, alors moi j'aime bien tout ce qui est bourse, machin, l'immobilier, tout ça. Et je dis mais pourquoi n'investis-tu pas en immobilier, sachant qu'en plus son mari est quand même bien placé puisqu'il travaille dans le secteur bancaire, en immobilier locatif, sachant que vous avez tous les deux un CDI, que les enfants commencent à être grands aussi, qu'ils sont autonomes. Le grand est en études supérieures, mais il a une alternance où il est malgré tout quand même, somme toute, assez bien payé, etc. Il réside aussi chez ses parents, donc il n'y a pas trop de frais. Le petit, il est au collège, donc c'est OK. Et ils ont acheté une maison, certes, mais ce sont, je pense, des écureuils. Et du coup, clairement, il y a de l'argent de côté, etc. Et je connais les salaires qu'elle a. Et du coup, je sais à peu près, alors elle a eu une vie aussi avant, avant l'administration, mais pour le coup, je sais à peu près, j'imagine, qu'elle aura un salaire, une retraite similaire à la mienne si j'avais continué ma carrière en administration. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai argumenté en disant, je connais à peu près le montant de ta retraite, à peu près, sauf si tu as fait des placements très particuliers par rapport à ton mari, etc. Mais concrètement, pourquoi est-ce que tu n'investis pas en immobilier? Elle me dit, mais moi j'aimerais bien, mais dis-moi, et tac, on y va, c'est parti mon kiki. Avec évidemment mon enseignement, mon accompagnement, évidemment que je ne vais pas la laisser toute seule, évidemment. Et elle me dit, mais le problème, c'est que mon mari, il y est farouchement opposé. Comment je fais? Et là, c'est là où le bas blesse. Je dis, du coup, quelle est votre situation matrimoniale? Elle me dit, on est mariés, ok, mais sous quel régime? Elle me dit, sous le régime de la communauté. Là, clairement, je ne peux rien faire.
clairement, je ne peux rien faire. Je vais vous donner une autre anecdote. Donc, mon autre collègue, qui, elle, est en union libre avec un jeune homme, qui d'ailleurs, d'ailleurs aussi est dans le secteur bancaire, mais bon, bref, qui n'a pas le même poste que le premier, il ne travaille pas non plus dans la même banque, et lui, enfin, pardon pour le disrupt, pardon, mais lui a investi, enfin, il pense qu'il a investi dans un bien immobilier, mais en vrai, il a investi pour faire de la défiscalisation, mais encore aurait-il fallu qu'il soit fortement fiscalisé. Bref, c'est pas forcément un bon placement qu'il a fait parce que du coup, il met de l'argent de sa poche tous les mois. Donc pour moi, ce n'est pas intéressant dans cette stratégie-là de commencer un premier bien locatif par le fait de sortir de l'argent de sa poche. C'est comme si on commençait déjà par vous dire payez des impôts, puis après on verra combien vous allez gagner. On ne fait pas l'inverse d'habitude, on n'indexe pas sur combien on gagne en fait, et ensuite on indexe les impôts. Bref, vous avez compris l'idée. Ça, c'est un petit peu comme tous les principes du Pinel, etc., etc. Donc, les personnes qui pensent à la défisque pensaient déjà à gagner de l'argent parce qu'il y a les amortissements. Et les amortissements sont beaucoup plus intéressants que la défisque. Bien sûr, tout dépend évidemment du salaire que l'on a, de la situation de famille, etc. Bref, peu importe. Et du coup, ma seconde collègue, je lui dis, mais pour toi, enfin, ce qui était ma situation avant, c'est-à-dire que ils n'ont rien en commun avec son conjoint, puisqu'ils ne sont pas ni pacsés ni rien du tout. Lui a des enfants d'une précédente union, elle n'en a pas, bon ok. Et du coup, ils ne prennent quelque part, ils ne passent que des bons moments. C'est ok, ils partent en vacances ensemble, c'est ok. Les filles sont un petit peu plus jeunes malgré tout, donc il y aura forcément dans quelques temps peut-être des coûts d'études, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi, sachant que tu es techniquement libre, versus mon autre collègue qui est marié sous le régime de la communauté, je fais pourquoi, avec le salaire que tu as, et surtout, pas forcément le salaire que tu as, parce elle a un petit peu plus que le SMIC, qui est clairement voilà, 1500 ou peut-être 1600, je ne sais pas, avec les points, etc., qu'elle avait au niveau des primes. Peu importe, 1005, 1006, 1007, c'est pas non plus, enfin, on n'est pas non plus sur des 2000, 2003, 2005, 5000, pas du tout. Et je lui dis, pourquoi est-ce que tu n'investis pas dans l'immobilier locatif, sachant que, encore plus pour elle que pour mon autre collègue, tu n'auras, enfin, pardon, mais tu n'as pas forcément d'enfants, tu n'as pas forcément de famille qui va te léguer des choses, donc concrètement, c'est à toi de préparer ta retraite. Et elle me dit, mais en fait, entre guillemets, ça ne m'intéresse pas. Mais je dis, mais quelque part, mais moi non plus, ça ne m'intéressait pas au départ, mais je ne l'ai pas fait pour que ça m'intéresse ou non. Je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix, parce que je savais que, en termes de retraite, en termes je sais pas, de port de tête, en termes de plein de choses, ce serait intéressant pour moi que je ne dépende de personne. J'ai besoin d'être fière de ce que j'ai fait, mais j'ai besoin aussi de ne dépendre de personne, de ne pas dépendre ni de ma famille qui est locataire, j'ai déjà dit 100 millions de fois, qui reste locataire de la même maison depuis 1969, bref, mais aussi je sais pas, de mon frère qui a aussi un enfant, enfin peu importe, je ne veux pas être dépendante de qui que ce soit, ou d'un gars, ou peu importe, non. Et c'est une question pour moi je sais pas, de fierté, peut-être d'ego, peut-être que c'est mal placé, mais pour le coup, même quand j'avais 20 ans, je pensais déjà avec angoisse à ma retraite. Et c'est la raison, et je vous l'ai dit, mais ça a été un facteur, mais vraiment déclencheur pour moi. Lorsque mes parents, je me suis rendu compte qu'ils étaient locataires et que clairement, il n'y aurait pas d'achat, eh bien, alors qu'ils pouvaient, puisqu'ils étaient tous les deux en CDI, techniquement, ils pouvaient. Et mais non, c'est plus facile, oh, la prise de décision sera pour demain, etc. Je me suis dit, oh là là, il faut absolument qu'au moins j'achète un petit quelque chose pour moi, après un deuxième petit quelque chose, après un troisième, un quatrième, enfin vous connaissez l'histoire. Et je me suis dit, mais surtout, parce qu'au bout du crédit, alors certes, je vais avoir du cash flow. Alors au départ, je n'avais pas de cash flow, mais après, je me suis formée et après, j'ai fait en sorte d'avoir du cash flow et de transformer ces biens-là qui au départ me coûtaient beaucoup, et bien en cash machine, clairement. Donc pour avoir du cash flow maintenant et aussi, entre guillemets, à la fin du crédit bancaire, donc 20 ans après le début du crédit.
Donc techniquement, en vrai ce ne sera pas 20 ans parce que voilà, mais techniquement, si un bien me rapporte, ne serait-ce que, j'en sais rien, si je parle sur 1500 € de salaire, si un bien me rapporte 500 € après, une fois que tout est payé et qu'il n'y a plus de crédit, bah, multiplié par le nombre de biens, ou même si il me rapporte 300 € par exemple, bah, c'est ok, ça va faire 300 € en plus pour ma retraite, peu importe. Le bien ne va pas s'envoler, on ne va pas me le prendre comme ça et l'emmener sous ses petits bras musclés pour partir. Oui, évidemment qu'il y a entre guillemets du pseudo-vol organisé par rapport au gouvernement, les impôts, tout ça, je suis d'accord, mais on n'a pas le choix. On est aussi un pays où il est intéressant d'investir parce que quand on regarde ce que font les voisins, eh bien, et l'apport qu'il est nécessaire d'avoir pour acheter un bien ou le deuxième, etc. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, de mémoire, en Belgique, il y a des rangs d'appartements. Si vous achetez votre premier bien, eh bien, de mémoire, c'est 40% d'apport qu'il faut amener sur le projet. Et sur le deuxième bien, de mémoire, je crois que c'est 60% d'apport. C'est pareil en Irlande, c'est QFD. En France, même si on vous demande 10% d'apport, mais pardon, mais c'est du bullshit. Alors bien sûr que c'est beaucoup, 10% par rapport à avant, où bah, c'était inversé, où avant le Haut Conseil de stabilité financière, il était possible de se faire financer à 100, 110, 130% par la banque, sans rien débourser. Bah oui, mais plus on attend, et plus les conditions vont devenir compliquées. Et plus les banques vont resserrer la vis, plus il faudra d'apport pour segmenter aussi les dossiers, plus il va falloir montrer patte blanche, plus il va falloir une situation où, je ne sais pas, tout le monde n'est pas forcément médecin. Moi, j'ai acheté, j'avais à peine, enfin, j'avais le SMIC du coup, et c'est ce que j'ai dit à ma collègue, je lui ai dit, mais tu ne vas pas forcément avoir d'évolution. Encore, il te reste, je sais pas combien, peut-être une vingtaine d'années encore à travailler entre guillemets, dans cette administration. Et ton salaire ne va pas passer du simple au double, en fait. Clairement, tu as 1500 € de salaire, peut-être. On va pas passer à 3000 en fin de carrière, même avec les primes, même avec tout ce que tu veux. Et encore les primes, même avec les points d'augmentation par année. C'était 2 points d'augmentation. Le point était à 7 € quelque chose. Enfin, un point, enfin, oui, le point. Mais vous avez compris l'idée. Alors que l'immobilier, si on fait 300 € ou 500 € de cash flow, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt dessus. Cash flow, c'est net dans la poche. Donc, évidemment que la vie est différente. Et donc, pour moi, le sésame de ma collègue, c'est, les deux sésames d'ailleurs, c'est le fait, eh bien, quelque part, qu'elle n'ait pas de compte à rendre à son conjoint, d'accord. Deuxièmement, le sésame, malgré tout, et c'est que je la connais et forcément que je peux l'accompagner à faire des bonnes affaires et à exploiter correctement, clairement, parce qu'on va se voir tous les mois, donc je vais pas me permettre de me planter, puis c'est pas l'intérêt, clairement. Et troisièmement, elle a un sésame qui est incroyable, c'est un CDI. Par contre, le fait, elle ne veut pas se casser la tête, elle ne veut pas avoir à gérer des gens, elle ne veut pas rentrer dans quelque chose d'inconnu. Donc après, il y a les conséquences aussi de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a les conséquences. Bah, tu n'auras peut-être pas forcément plus d'argent. Il y a toujours deux revers d'une pièce. Il y a le côté bien et le côté moins bien. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est la pièce entière qu'on accepte ou pas. Et donc ça, c'est important. Et concrètement, comment on fait pour convaincre, j'aime pas trop ce mot, mais pas du tout même, persuader son conjoint? Et bien clairement, moi, ça a été le deal que j'ai fait au départ avec mon conjoint. Je lui ai dit, écoute, j'avais déjà des biens avant, je lui ai dit, écoute, je veux bien me paxer avec toi, pour quelles que soient les raisons, peu importe, mais ne m'empêche pas de continuer à investir seule. Et du coup, on a fait un Pax sous la séparation des biens, etc. Parce que lui n'était pas du tout intéressé par l'investissement immobilier, mais alors pas du tout. Et moi, je voulais continuer à me constituer une retraite, clairement. Et en fait, il a respecté le deal lorsque j'ai trouvé des bonnes affaires. Après, la différence, c'est que lorsque j'ai acheté mon premier bien où j'ai été paxée, eh bien, le notaire et la banque, d'ailleurs, m'avaient demandé sa pièce d'identité parce que vu que j'étais paxée, ils voulaient aussi avoir l'identité de mon conjoint, les avis d'impôts, etc. Mais par contre, il était exclu
du calcul. Et ça a été un peu tiquant. Au départ, j'ai dit, mais pourquoi vous voulez sa pièce d'identité puisque j'emprunte seule. Vous voyez bien que c'est une séparation de biens. Il fait, oui, mais pas de souci, mais vu que vous n'êtes paxé, je suis obligée en fait de rentrer dans la machina et d'exclure la personne. Je dis, bon, ok, c'était intéressant. Et il faut savoir que quand on est paxé, on est célibataire. C'est encore autre chose. C'est un statut qui est particulier, notamment par rapport au notaire. Sur l'acte notarié, il marque paxé célibataire. D'accord? Par contre, voilà, donc c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que vous devez fixer avec votre conjoint, votre conjointe. De toute façon, il n'y aura jamais de situation idéale. Clairement, moi j'ai fait du forcing à mon conjoint. Je lui ai dit, écoute, clairement, c'est ou ça ou rien. Mais vraiment, mais parce que c'était le départ et parce que j'avais déjà des biens immobiliers. Et donc, il me dit, bah, je connais pas, mais enfin voilà, je ne veux pas, entre guillemets, que tu m'entraînes dans ta chute aussi. Évidemment, bien sûr. Mais pour le coup, c'est vraiment, enfin voilà, il est top. Et puis même d'ailleurs sur un bien que j'avais visité et pour lequel on m'avait fait un refus par rapport au conseil, vous savez, j'étais plafonnée. Eh bien, donc je l'avais visité, je m'étais positionnée, etc. Et je pensais que c'était bon parce que bah, quelques 6 mois avant, on m'avait dit oui, on vous suit sans problème, bah, comme d'habitude en fait. Puis après, on a dit non, on a changé les règles de calcul, on ne vous suit plus. Et je lui ai dit, bah, écoute, c'est la première fois que j'ai un refus comme ça et je ne sais pas quoi faire. Et il me dit, bah, écoute, si tu veux, je t'envoie mes 3 derniers BS, bulletin de salaire, l'avis d'impôt. Et si tu le veux vraiment, bah, achète-le et on l'achète à deux. Je lui ai dit, mais tu ne l'as pas visité. Il me fait, peu importe, si toi il te plaît, c'est que ok. Donc ça, c'est un niveau déjà bah, malgré tout de gentillesse, malgré tout de confiance, mais c'est pas évident, clairement, pour le conjoint et ou la conjointe qui n'est pas du tout au fait de l'immobilier, de se prendre la tête avec tous les trucs qu'on pense connaître de l'immobilier, en disant non, 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 mais moi, ma vie, elle me plaît bien, je veux pas forcément gagner plus. Ouais, mais bon, après, au bout d'un moment, quand tu enchaînes les biens 2, 3, 4 et que tu vois que ça marche, le conjoint, il dit, ah, du coup, fais voir comment tu fais, ou alors je vais peut-être faire un peu de déco, ou moi, je vais m'occuper des crédits, ou peu importe. Ça permet aussi d'inclure la personne dans nos projets, et puis, bah, c'est un petit peu plus bah, parce que bah, c'est un petit peu plus, comment dirais-je, ça devient un projet commun, même si c'est entre guillemets un projet que j'avais seul, bah, ça devient un projet commun parce que je dis, bah, si on me dit, bah, est-ce qu'on peut aller au restaurant, je fais, bah non, j'ai une entrée dans les lieux à faire, ou machin, ah bon, d'accord, bah, on va repousser. Évidemment que ça aura un impact évidemment sur la famille, évidemment sur le conjoint, la conjointe, c'est une logique imparable sur les impôts aussi, les prises de tête sur les impôts, sur des choses comme ça, c'est ok. Mais après, on fait avec. Et clairement, lorsque la personne, c'est pas mal aussi de rappeler, par exemple, si on se prend, je sais pas, une semaine ou une semaine de plus à, je sais pas, à Tahiti, eh bien, je vais par exemple lui dire, tu vois, ça, c'est grâce à mes locataires. Ah bah oui, pour lui montrer aussi que le travail et où les petits rendez-vous et où les petites choses comme ça, eh bien ça a aussi une utilité comme ça. Et c'est ça qui fait, à mon sens, que vous aurez entre guillemets bien sûr, une carotte pour aider votre conjoint, votre conjointe à faire ça. Également, il y a un monsieur que j'accompagne qui, lui, c'est une union aussi où il y avait des enfants d'une précédente union, bah, d'ailleurs de part et d'autre, en fait, monsieur, madame ont des enfants voilà, qu'ils n'ont pas eu en commun. Et du coup, lui bah, veut, bah, après sa séparation et ou divorce de sa précédente compagne, eh bien, il dit, bah, moi, voilà, je gagne bien ma vie, j'ai besoin, enfin, je ne pourrais plus tenir à ce rythme-là pendant 107 ans, clairement. Et donc, je veux utiliser le fait que je sois solvable et que, bah, quelque part, j'ai un petit peu tous les feux au vert à la banque, et puis avec mon âge aussi, pour acheter de l'immobilier. Donc, il achète de l'immobilier, mais il y a aussi du patrimoine avec. Et il me dit, mais ma conjointe ne veut pas du tout rentrer dans le projet. Donc, ça peut aussi poser problème. Et son objectif à lui, c'est de faire un bien, donc de l'exploiter en colocation et de montrer après à sa conjointe eh bien que ça fonctionne et que du coup, est-ce qu'elle veut bien le suivre sur sur une future acquisition parce qu'évidemment, lorsqu'on est deux, dans ce cas-là, c'est plus intéressant parce qu'on a une capacité d'emprunt plus importante, mais quelque part, d'acheter de l'immobilier à deux aussi, eh bien, bah, ça engage aussi, c'est pas évident, clairement, et c'est particulier. Donc, clairement, vraiment, faites le choix
Soyez vraiment sûr de vous, alors le plus possible. Et puis, essayez par des toutes petites choses. Vous pouvez vraiment, et ça c'est les solutions que je vais vous donner en fin de vidéo, eh bien c'est par exemple de dire, puisque les dimensions peut-être d'argent font peur et les dimensions d'achat font peur, vous pouvez très bien par exemple commencer par un garage à 10 15 000 euros. C'est pas quelque chose qui est mentalement entre guillemets trop gros pour une personne qui n'est pas du tout au fait d'immobilier. Peut-être que après on regarde si c'est rentable aussi. L'objectif c'est gagner de l'argent, évidemment c'est de gagner de l'argent, mais par rapport à un bien qui pourrait coûter 100 200 300 000 euros, évidemment les dimensions sont les peurs, les locataires ne payent pas, ils dégradent tout ça, ça vient au centuple, encore plus lorsqu'on n'est pas dans l'immobilier. Clairement, c'est vraiment c'est plus gros que le projet, et notamment lorsque ce n'est pas nous qui portons ce projet-là, c'est pas évident, on se dit mais qu'est-ce que tu fais, tu es complètement inconscient ou inconsciente, ça va pas. Alors que si vous commencez par exemple par garage, parking, cave, lieu de stockage, des choses où il n'y a pas forcément d'habitation, de squat possible. Enfin, vous voyez l'idée, bien sûr qu'il y a toujours des squats possibles, mais où c'est pas non plus, où il n'y aura pas forcément des fuites d'eau à gérer, ou des changements de baux, enfin vous voyez l'idée, ou des changements de locataires d'ailleurs. Peut-être que cette dimension-là, vous pouvez commencer, parce que c'est aussi de l'immobilier. Si vous achetez, j'en sais rien, un lot j'en sais rien, de 4 garages à 40 000 euros, 10 000 euros le garage, vous avez compris l'idée. Si vous avez 70 euros, peut-être même 100 euros par mois qui rentrent, c'est de l'immobilier aussi. Et le fait de voir que le rapport temps passé à gérer ces biens-là et la ligne qui met loyer garage monsieur X, loyer garage mademoiselle Y, ben là vous allez lui dire ah tiens bah, ça marche bien, clairement combien de temps j'y passe. Ce sont des arguments qui pour vous peuvent être intéressants. Il y aura toujours quelqu'un qui sera beaucoup plus frileux que vous, mais clairement, je dis pas que c'est toujours rose l'immobilier, mais ça permet vraiment peut-être d'introduire ben, clairement un petit peu plus facilement de passer sur l'immobilier locatif ou pas. Mais voilà, et puis d'avoir moins de risques en passant par ce biais-là. Voilà, donc clairement, réfléchissez à votre statut, voyez si une association, même possible en SCI ou avec, je sais pas, quelqu'un qui est solvable, votre frère, tout ça, mais avant de faire une quelconque association, regardez si vous voulez vivre ou non de votre immobilier. Évidemment, on ne crée pas une SCI si on veut vivre de l'immobilier, c'est pas la même chose. Après, il faut regarder si la personne qui investit avec vous est dans la même optique que vous. Clairement, il y a des gens qui ne sont là que pour créer du patrimoine, il y a des gens qui ne sont là que pour faire du cash flow, que pour faire de l'achat-revente, vous avez compris l'idée. Donc vraiment, accordez vos violons par rapport à ça, parce que c'est pas évident. De l'immobilier, c'est un boulet carré, limite, c'est peut-être même plus facile, plus facile, c'est peut-être pas forcément le terme, peut-être moins compliqué de divorcer, quoi que ça devient, ça peut être très très compliqué aussi, que d'acheter un bien et après voilà de fixer les statuts. Donc voilà, donc faites vraiment attention à ce que vous faites, avec qui vous le faites, mais commencez par un petit truc, parce que si vous êtes en communauté, sous le régime de la communauté, vous êtes obligé d'avoir l'accord de votre conjointe. C'est indéniable. Vous ne pouvez pas faire sans. Et donc, vraiment, c'est important. Essayez de commencer par des petites choses. Et puis après, hop, ça va rassurer. Tac, tac, tac. Oui, on va prendre du temps, mais il vaut mieux ça que rien du tout. Et ensuite, on passe à la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, vraiment, c'est une vidéo très particulière. Elle est longue, mais je pense qu'elle est pleine d'astuces. Commentez-la. Likez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y a aussi plus de 350 vidéos que j'ai faites, donc il y en aura forcément qui vont vous aider. Là, c'est une vidéo mindset aussi, stratégie aussi, et vie pratique, parce que bah, clairement, il n'y a pas de blabla ici, on est vraiment sur du pratique, de la vie pratique. Et si vous voulez apprendre à investir et où qu'on se fasse un call, allez dans la barre de description, vous allez voir, il y a un lien Calendly, vous allez discuter avec moi en visu, clairement, je vais avoir un quart d'heure à vous consacrer.
Donc c'est plutôt intéressant. Présentez-moi votre projet, venez avec votre époux, votre épouse, voir si on est d'accord et si la personne comprend ce que je dis. Et puis si elle est OK et voilà. Et puis ensuite, on peut discuter de votre projet, de vos projets, puis je vous orienterai vers ce qui pourrait être, je pense, le mieux pour vous. Et puis voilà. Et puis moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Enregistrez cette vidéo, montrez-la à votre conjoint, votre conjointe, comme ça par hasard, ou mettez-la en fond sonore pour bien que ça rentre un peu comme une séance d'hypnose. Et puis posez-moi vos questions. Et puis moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!